10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Aujourd'hui, émission évidemment extrêmement spéciale. Classico, et c'est d'ailleurs un classique désormais de te recevoir sur la chaîne, soit avant ou après un Classico. C'était déjà le cas l'année dernière. Cette fois-ci, tu nous fais l'honneur d'être présent pour le tout premier Classico de la saison. Énorme match ce week-end entre le premier et le deuxième de Liga. Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone. Lamine Yamal face à Kylian Mbappé. Hansi Flick face à Xabi Alonso. Et aujourd'hui, Elton, tu es là pour nous parler du Real, de tes sensations par rapport à Xabi Alonso, de tes sensations par rapport à ce Barça. Faut-il avoir peur de ce FC Barcelone saison 2 d'Hansi Flick? Et un petit mot en terminant, bien sûr, sur Lamine Yamal et tout ce qui s'est passé là durant la nuit. Même si on a déjà débriefé sur la chaîne YouTube, je voulais te faire réagir par rapport à tout ça. Gros programme en perspective. Comment ça va, Elton? Victor, comment ça va? Bah moi je vais très bien, j'espère que ça va bien de ton côté. Bah, très content de revenir de nouveau pour le journal du Real. J'étais déjà la dernière fois, c'était à l'occasion du Mondial des clubs après le troisième match contre Salzbourg, juste avant la rencontre contre la Juve, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a quand même des choses à dire là avec ce classico qui s'avance ce dimanche Bah écoute, 16h15. très content si tout va bien, Elton. On va se faire un vrai bon petit match ce week-end. On le sait, tu es toujours sur les plateaux de Winamax quasiment tous les jours. D'ailleurs, un grand bravo aussi pour le projet, pour que ça avance de mieux en mieux, avec l'after aussi désormais. J'ai vu sur RMC. Donc voilà, très content de suivre ton évolution aussi. Nous, de ton côté, de notre côté, on garde un œil sur toi, sur Walid, sur toute l'équipe Winamax. Ce que je voulais te demander, et assez humblement, on discute tout le temps du début de saison de Xabi Alonso. Il a déjà fait 12 matchs. Il y a des frustrations, il y a des satisfactions d'un point de vue comptable, d'un point de vue résultat. Toi, d'un point de vue extérieur, mais spécialiste Liga, hein, évidemment, Elton, je sais que tu regardes énormément de matchs. Comment tu le vois, ce Real Madrid de Xabi Alonso, sur ses 2 premiers mois de compétition? C'est toujours ce que je dis quand je parle du Real Madrid de Xabi Alonso. Mon avis n'a pas changé. C'est le début de saison du Real Madrid et la version du Real Madrid de Xabi Alonso, c'est une version d'une équipe qui est studieuse, une équipe qui a envie de travailler ensemble, mais une équipe qui incarne la rupture par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière avec Carlo Ancelotti, parce que l'année dernière, on était sur une fin de cycle, on avait surtout un Real Madrid de Carlo Ancelotti qui était sur une forme de continuité avec notamment un pouvoir qui était accordé, un pouvoir important. Et attention, c'est pas forcément une critique, mais qui était accordé aux joueurs. Là, on est vraiment sur un phénomène de rupture à partir du moment où tu arrives sur un entraîneur qui est espagnol, sur un entraîneur qui arrive avec notamment cette idée que la structure, elle est très importante. Alors attention, Carlo Ancelotti, évidemment qu'il avait aussi à l'idée que la structure reste importante, mais à l'intérieur de cette structure, il y a l'aspect positionnel qui ressort. Et c'est vraiment ce qui ressort, notamment des premiers matchs du Real Madrid. C'est cette idée que la structure, le jeu de position prédomine. Et donc, le joueur reste important parce que c'est le joueur qui doit faire la différence, mais il doit y avoir des prérequis. Et à ce titre, aujourd'hui, c'est en fait quand tu arrives au collège, quand tu arrives au lycée et que tu es dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, il y a ce que j'appelle la courbe de progression. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas te sentir très bien, tu vas te dire que tu progresses, et il y a des moments où tu vas stagner. Et là, parfois, du côté du Real Madrid de Xabi Alonso, je regarde, je lis avec beaucoup d'intérêt, notamment les commentaires qui peuvent être faits sur le Real Madrid de Xabi Alonso. On est totalement dans ça, à savoir que le Real Madrid de Xabi Alonso se confronte à une donne qui est à prendre en compte, c'est le fast-foot. Le fast-foot où, quand on parle d'une équipe, notamment dans sa capacité à progresser, dans sa capacité à stagner ou dans son incapacité à progresser, pour moi, le Real Madrid, c'est un être humain. Et l'être humain progresse, il grandit, il peut être amené à faire des erreurs. Et c'est ce qui s'est passé face à Atlético. Et depuis, il y a un jugement qui est beaucoup plus compliqué, enfin, qui est un peu plus dur à partir du moment où c'est conditionné par cette défaite de grande ampleur. Donc, c'est un Real Madrid qui, pour moi, si je devais résumer, un Real Madrid qui doit se trouver une identité. Mais se trouver une identité dans le football d'aujourd'hui, ça reste compliqué parce que tous les 3 jours, tu es sur t'es sur le gris, encore plus quand tu t'appelles le Real Madrid, où tu dois gagner et convaincre, parce que c'est Xabi Alonso, parce que c'était la promesse d'avoir une rupture par rapport à Carlo Ancelotti, et donc d'avoir une touche esthétique beaucoup plus importante. Donc, quelque part, il est un peu prisonnier de ça, même s'il ne s'en formalise pas encore, parce que quand on contextualise, on parle d'une équipe qui a gagné 11 matchs sur 12.
Exactement, oui, il avait fait la promesse au Madridistas, je vais faire en sorte que vous allumiez votre télé et reconnecter le public avec l'ADN de cette équipe. C'est un peu ça qui a réveillé l'exigence chez les fans du Real, qui normalement le prisme du résultat est prépondérant sur celui de la manière. Et depuis Xabi, ça s'est un peu inversé, cette courbe-là. Et malgré les 11 victoires en 12 matchs, se dégage quand même un sentiment de frustration et d'impatience du côté des fans du Real Madrid. Moi, le premier. J'avais de très hautes attentes par rapport à Xabi. J'avais bien conscience qu'il arrivait dans un groupe qui ressemblait, au moment où il arrive, plus à une bombe à retardement qu'un vrai chantier en bonne et due forme avec la sécurité, etc. et les joueurs déjà bien en place. Non, tout ce que tu dis, je le reconnais bel et bien. Et puis, il va falloir laisser du temps. T'as raison, c'est une rupture avec Carlo Ancelotti. Moi, j'aurais aimé peut-être que ça se fasse avec un arrachement de pansement un peu plus fort parce qu'on a cette sensation, encore une fois, tu sais, de pas encore voir une énorme différence dans le jeu, je parle, dans le contenu, entre le Real Madrid d'Ancelotti et celui de Xabi Alonso. On l'a vu J1 lors de la Coupe du Monde des clubs début de saison, avec un contre-pressing efficient, une notion d'intensité mise en place, compliqué de tenir sur 90 minutes, mais c'est le début de saison avec une pré-saison très courte. Et depuis cette défaite de l'Atlético, qui nous conditionne, même nous, dans notre analyse du Real, parce que ça nous ramène à nos traumas d'enfance, presque, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'année dernière, on perd tous les gros matchs. Le seul gros match que tu as eu sur le début de saison, tu te fais gifler 5-2. Donc tout de suite, ton analyse de la saison, elle est en mode ah, on n'a pas évolué, il n'y a rien qu'à changer. Mais surtout qu'après cette débâcle contre l'Atlético, il y a une sorte de légère régression. Et quand j'en avais parlé avec au sein de notre communauté, etc., tu avais une des personnes qui m'avait dit très justement, dans une courbe de progression, Victor, quelquefois, il faut faire un pas en avant, trois pas en arrière pour de nouveau relancer la machine. C'est un peu la sensation que tu as avec ce Real Madrid de Xabi Alonso. C'est ça, et puis Victor, là pour le coup, depuis plusieurs années maintenant, j'ai le privilège et la chance de parler avec des acteurs du foot et j'ai intégré une donnée qui est fondamentale pour expliquer les équipes et donc pour expliquer le Real Madrid de Xabi Alonso qui est totalement dedans, c'est la notion de dynamique. La notion de dynamique, elle est fondamentale pour expliquer les performances d'une équipe et quand tu as des tournants qui peuvent être négatifs, ça impacte une équipe. La défaite de l'Atlético de Madrid, en fait, on peut pas expliquer le Real Madrid de fin octobre 2025 sans expliquer ce qui s'est passé avec la défaite contre Atlético, parce que ça reste une cicatrice. Ça reste une cicatrice qui te met face, entre guillemets, à un révélateur. À un révélateur. Est-ce qu'on est en capacité de progresser et d'avancer dans la victoire? Parce que, en fait, dans le football, on ne te permet pas d'avancer, de progresser dans la défaite. Il y a quelque chose, en fait, qui s'oppose. En fait, tu dois avancer dans la victoire. Même un match nul au niveau du Real Madrid et du Barça, c'est quasiment éliminatoire. Et donc, cette notion de dynamique, elle est très importante pour expliquer comment les équipes, elles vont grandir, comment elles vont progresser. Et dès lors que tu es confronté à une défaite, en fait, le plus important, c'est que la défaite, elle soit la moins sensible possible. Alors, quand on prend 5 sur un derby, c'est plus compliqué parce que, en fait, tu auras beau gagner. Et derrière, le Real Madrid a gagné tous ses matchs, Ouais. si je dis pas de bêtises. Mais les gens ne s'empêcheront pas de se dire que, en fait, il y a l'Atlético qui est un marqueur qui est beaucoup plus révélateur que ce qu'il était capable de faire. C'est aussi, parfois, bah, non, moi je m'inclus totalement dedans, c'est aussi le jugement injuste qui est fait aux équipes, à savoir que on part souvent des trains qui arrivent en retard, beaucoup plus des trains qui arrivent à l'heure. Exactement. Et justement, dans cette idée, moi, je parle de semaines de 10-15 jours là, qui arrivent extrêmement pivots. Pas décisifs dans la saison du Real Madrid, parce que la réalité d'octobre n'est pas la réalité du mois de février ou de mars. Le PSG nous l'a parfaitement montré la saison passée. Mais c'est une semaine pivot parce que pour laver cet affront de l'Atlético, pour laver cet affront du PSG et finalement les affronts des 365 jours derniers aussi, l'année dernière, contre l'AC Milan, contre le Barça 4 fois de suite, contre même une double confrontation contre Arsenal très très mal gérée, il te faut ce moment fort, une grosse victoire. Est-ce que le Classico, c'est et la réception et le déplacement pardon à Liverpool et le premier match là qu'on vient de gagner contre la Juve qui est satisfaisant, on a senti toute la satisfaction, le soulagement de Xabi Alonso en conférence de presse de dire OK, c'est pas la grande Juve mais j'ai gagné un match important. Et là, j'ai le Classico qui arrive. Est-ce que justement, c'est pas le moment pour le Real Madrid, si tu remportes ce Classico, déjà, tu passes cet affront des 4 derniers Classicos où tu t'es fait grossièrement gifler sur 2 des 4 d'ailleurs, et tu as cet aspect de là maintenant, j'ai
ce marqueur pour que mon groupe me fasse confiance, pour que mon board me fasse confiance sur le projet Xabi Alonso, pour que les fans aussi, il y ait un début de reconnexion. Ça me semble être un match tellement plus important que simplement dans la course au titre en Liga pour le Real. Totalement, c'est un bâton de maréchal potentiel pour Xabi Alonso dans sa capacité à vaincre dans un grand match. Le Classico, il a une qualité, c'est que ça fait office de bascule mentale pour les deux équipes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Carlo Ancelotti, après le titre obtenu en Liga, on lui demande quel a été le match le plus important. Il te dit spontanément le match à Montjuic avec le doublé de Bellingham, où tu avais une défaite avant face à Atlético de Madrid, mais tu as une bascule mentale qui s'opère à partir du moment où tu gagnes 2-1 à Barcelone. Et la victoire avait servi pour faire grandir le Real en même temps que le Barça qui était champion d'Espagne en titre. Ça avait été un point de bascule négatif. De la même manière que l'année dernière, le Barça qui s'avance en challenger chez le Real Madrid qui est champion d'Espagne, champion d'Europe. Alors oui, tu avais fait un sacré début de saison et tu avais perdu un match contre Osasuna, encore une fois à contextualiser avec une équipe remaniée. Mais le fait de gagner 4-0 sur un Classico, ça donne beaucoup plus sens à ce que tu fais parce que la qualité de ton travail, c'est très bien, mais il y a des matchs à coef. Et le Classico, c'est le plus gros coef. Donc effectivement, pour les deux équipes, alors attention, on a aussi vu des saisons où tu pouvais gagner des Classicos, ça ne garantissait pas de remporter la Liga, ça ne garantissait pas de remporter la Ligue des Champions. Mais ce que je veux dire par là, notamment dans le cas de Xabi Alonso, oui, ce serait son bâton de maréchal pour donner beaucoup plus sens à son travail opéré depuis le début de saison. Parce que, encore une fois, on est toujours encore plus. On va pas se mentir, Victor. Oui, le Real Madrid et le Barça sont deux équipes qui sont très suivies. Mais on les connaît, les jugements. Et moi, je trouve que c'est un jugement injuste. Et je me bats au quotidien contre ça. C'est penser que les matchs contre les petites équipes sont des brouillons. Non, c'est des matchs qui servent à la progression des équipes. C'est des matchs où peuvent s'opérer des dynamiques collectives, des dynamiques individuelles. Mais aujourd'hui, on est beaucoup conditionné par ça, à savoir que ce qui fait les grandes équipes, c'est les gros matchs. Hmm. Ce qui explique toute l'importance de ce Classico. On a parlé du Real, on a parlé de l'importance de cette rencontre. J'ai envie de parler un peu de l'adversaire, de l'équipe qui te tient en particulier à cœur. Je peux me permettre de dire ça, Elton, quand même. Ce qui parle, oui. Voilà, quelque Ça va, part. c'est un secret de polichinelle. Exactement. Et je voulais avoir ton avis sur le début de saison du FC Barcelone, dont on a beaucoup parlé aussi sur cette chaîne, mais je pense qu'avoir ton point de vue, ce n'est que plus-value. Et je voulais aussi savoir si toi, si tu te mets dans la peau d'un supporter du Real Madrid, est-ce que tu serais craintif de cette équipe du FC Barcelone ou est-ce que, malgré le fait que tu as des incertitudes par rapport à la défaite contre l'Atlético, etc., est-ce que tu aurais quand même des motifs d'espoir? Oui, tu dois avoir des motifs d'espoir à partir du moment où tu es leader, tu reçois le Real Madrid et surtout, tu as vu un Barça. En fait, moi, j'ai parlé d'un Real Madrid qui se cherche une identité. Là, dans le cas du Barça, c'est un Barça qui doit retrouver son identité. Parce que l'année dernière, tu as été champion d'Espagne, tu as été champion d'Espagne avec la manière, notamment sur les Classicos. Et là, sur le début de saison, c'est pas seulement le fait que tu perds des matchs. Et encore, je te dis ça, dans l'absolu, tu as perdu deux matchs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que aujourd'hui, tu as un Barça qui est beaucoup plus sensible, un Barça qui est beaucoup plus, entre guillemets, friable à partir du moment où les équipes ont trouvé des antidotes Mhm. pour justement faire mal. Bon, dans un premier temps, euh, atténuer, annihiler notamment bah, ce pressing haut avec un carnet aussi en figure de proue par la ligne du hors-jeu et surtout à trouver un antidote pour faire mal. C'est pas tant le fait de perdre des matchs parce qu'encore une fois, si tu contextualises, alors, il y a le 4-1 contre Séville, c'est vrai. Maintenant, tu as perdu contre le PSG. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière, à savoir que c'est là où ça t'a fait mal, c'est que tu as été battu footballistiquement. De la même manière que je te parle des défaites, faut aussi de te parler des victoires. Parce que, en fait, dans le jugement que l'on se fait, on dit que celui qui gagne a raison. Mais moi, je vais te dire quelque chose, Victor. Très souvent, le Barça, cette saison, sur ce début de saison, a eu tort malgré la victoire. Pas plus tard que samedi dernier contre Girona, où un Oh oui. Girona a quand même lanterne rouge. A trouvé des solutions pour te faire mal footballistiquement parlant. De la même manière que la victoire contre l'Olympiakos. Ok, il y a 6-1, mais c'est une victoire qui, pour moi, elle est mid, parce que le score est boursouflé à partir du moment où, dans le dernier quart d'heure, c'est tout feu, tout flamme. Et moi, je n'oublie pas que footballistiquement, Olympiakos, t'as trouvé des solutions. Donc, c'est un Barça qui doit retrouver son identité, mais aujourd'hui, le football n'attend pas.
encore plus sur un match au sommet comme le Classico. Donc il y a des motifs d'espoir. En fait, ce qui va se passer du côté du Barça, c'est est-ce que va y avoir la théorie de l'interrupteur? Est-ce qu'ils sont capables de se remettre à niveau ponctuellement, sans pour autant que ça préjuge sur ce qui va se passer dans le futur? Ou alors, ils vont continuer d'afficher le même visage footballistique? Est-ce que est-ce qu'on peut dire que là, l'an 2 d'Hansi Flick, il est marqué aussi par une évolution de son groupe, où le message l'année dernière, quand il arrive, c'est un groupe qui est extrêmement jeune, qui ne demande qu'à apprendre, qui ne demande qu'à développer du beau jeu, à retrouver ses lettres de noblesse qui, malgré le titre de 22-23, sous Xavi, on l'avait dit, c'était très compliqué, il y avait des choses très incohérentes. L'identité FC Barcelone, Xavi l'a renié deux, trois fois durant certaines rencontres, durant certaines séquences de saison. Et avec Hansi Flick, il y a une sorte d'atome crochu direct quoi, qui a fonctionné avec ce groupe extrêmement jeune, plus ton leader âgé Lewandowski que tu connais, qui te fait confiance, donc tout de suite tout match. Et là, il est confronté Hansi Flick aussi à des joueurs qui font un peu moins d'efforts, qui c'est pas qu'ils ont pris la grosse tête, mais sur le pressing, quand tu parles d'une ligne haute, moi le match contre le PSG, ce qui les tue aussi, c'est que un, physiquement, ça baisse de régime en deuxième mi-temps, mais deux, c'est qu'ils sont beaucoup moins intenses au pressing. Ils y mettent beaucoup moins d'intensité, ils sont beaucoup moins efficients, beaucoup moins précis, beaucoup moins collectifs, coups de serré entre eux, ce qui fait que derrière, bah, y a tellement d'espace à exploiter que les équipes s'amusent. Contre Séville, moi j'ai vu le match, Séville, ils peuvent en mettre 6 s'ils sont pas maladroits. Et le match aurait pu tourner aussi si Lewandowski avait marqué son penalty, mais tu as surtout cette sensation que ils font plus tellement autant les efforts les uns pour les autres. Et de toute façon, Hansi Flick en conférence de presse a parlé plusieurs fois de l'attitude de son équipe, tout le monde ne tirait pas dans le même sens. Et je vois, tu vois, je me dis, tiens, c'est marrant. L'année dernière, il y avait un collectif tellement bien huilé du côté du Barça, qui était le football champagne par excellence, l'équipe la plus spectaculaire d'Europe, qui en plus a réussi à combiner à cela des résultats, notamment dans le championnat espagnol. Là, il y a des petits problèmes, on va dire, teintés de blanc madrilène, qui s'est installé, j'ai l'impression, sur cette deuxième partie de saison. Et on pourrait peut-être, oui, citer le Real Madrid. Si tu se servir de ça, maintenant j'ai la sensation qu'à chaque fois que le Barça, tout comme l'Atlético joue le Real Madrid, tu vois, cet interrupteur dont tu disais, il est directement allumé quoi qu'il arrive. Tu vois. Peu importe la dynamique, le Barça, s'ils peuvent taper le Real, ils le feront. Mais écoute, Victor, c'est pour ça parfois il y en a qui disent oui, je suis dans l'abus, mais c'est pour ça que moi je valorise beaucoup plus un championnat qu'une Ligue des Champions. Parce que le championnat, y a pas, tu peux pas faire l'imposteur, ça révèle ce que tu es au quotidien. Et en fait, quand tu arrives à enchaîner deux championnats de suite, ça veut dire que tu es une grande équipe. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se focaliser un peu trop sur la Ligue des Champions. Mais en fait, l'histoire du Barça, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'une équipe qui, l'année dernière, on sait comment ça marche. Le Barça est le miroir du Real. De la même manière que le Real Madrid est le miroir du Barça. Ça veut dire quoi? Quand l'année dernière, en début de saison dernière, tu vois le Real Madrid remporter la Ligue des Champions, remporter la Liga, bon, Hansi Flick, il arrive devant quoi? Un vestiaire qui est réceptif, avec un principal carburant qui va être la revanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette idée de faire des efforts, il a même pas. Enfin, bien sûr que l'entraîneur, il va apporter notamment sur la méthodologie, notamment sur le discours. Mais en fait, il va trouver un vestiaire réceptif parce que t'es revanchard. De la même manière que le Real Madrid, à l'été 2023, quand Thibaut Courtois se pète, quand Militao se pète après la première journée, Benzema était parti. On annonce ça va être une saison compliquée. Mais l'été d'avant, le Barça avait remporté la Liga, mais tu avais un esprit revanchard. Et moi, ce qui est marrant, et c'est pour ça que je parle souvent de la difficulté d'enchaîner un deuxième championnat, parce que le discours qu'a Hansi Flick sur le début de saison, notamment sur les égos, sur l'attitude, ça fait écho à quoi? Ça fait écho au discours de Carlo Ancelotti après la J1 Et oui. à Majorque. Oui, il est question que de ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, notamment encore plus avec une équipe qui est plutôt jeune, qui a découvert une nouvelle réalité, à savoir défendre un titre. Enfin, défendre un titre. J'ai même envie de te dire, allez chercher un nouveau titre face à un Real Madrid qui se retrouve dans la même situation qu'à l'été 2023, où eux, ils sont revanchards, avec un nouvel entraîneur, avec un niveau discours, avec un vestiaire qui est beaucoup plus réceptif. Parce que, en fait, la saison dernière, du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti focalisait les critiques. Mais là, je vous ai écouté notamment après la défaite contre le PSG. À un moment donné, c'est pas Xabi Alonso sur qui on va se focaliser, c'est sur les joueurs. Et là, on sait très bien que du côté du Barça, c'est sur la dimension mentale, sur cette capacité à répéter les efforts.
Et là, pour le coup, il y a des joueurs qui en parlent spontanément, qui vont être attendus. Donc, ça va être clairement un challenge sur cette capacité à avoir une attitude au final. J'étais présent lors de la première conférence de presse de Thomas Tuchel quand il était entraîneur du PSG et ça m'est resté. Faut toujours avoir une attitude modeste en championnat. L'attitude modeste, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas seulement te dire que face au Real Madrid, tu dois avoir une implication maximale, mais sur les matchs intermédiaires ou même un Girona qui est lanterne rouge, bah, peut te faire mal, peut avoir 5 occasions. Donc ça, c'est l'enjeu du Barça, un problème footballistique, mais aussi un problème mental sur cette capacité à se dire, les gars, 2025, c'était très fort, ça a été incroyable, mais le football est tel que 2024-2025, à la première journée du championnat contre C'est Mallorca, oublié. c'est terminé. C'est oublié. Et je te pose la question simplement avant d'aborder la dernière partie, mais tu y as répondu. On peut avoir des lueurs d'espoir si tu es fan du Real Madrid, malgré les 4 dernières défaites en Classico l'année dernière. Qu'est-ce qui pourrait faire peur quand même si tu es fan du Real par rapport à ce Barça? Est-ce que foncièrement tu peux quand même avoir peur de te manger de nouveau une rouste? Bah, en fait, le Barça va t'attaquer de manière transparente, avec notamment bah, son pressing agressif, bah, cette idée d'apporter de la verticalité. Et c'est là où je vais attendre notamment bah, le Real et sur sa capacité à bien presser, parce qu'on a vu sur les 20 premières minutes, on était sur une équipe qui était beaucoup plus large qu'à l'accoutumée, parce que le Real Madrid de Xabi Alonso, c'est cette volonté d'avoir une équipe courte qui va t'enfermer dans ton pressing. Mais si tu trouves notamment bah, cette capacité à contourner le pressing, là, ça peut être dangereux parce que tu peux avoir des joueurs barcelonais qui peuvent avoir une meilleure qualité technique et une meilleure qualité footballistique que la Juve. De toute façon, en fait, ce qui est marrant sur ce match, c'est que la donne, elle est bien connue, à savoir que les faiblesses du Barça épousent les qualités du Real et Exactement. inversement. Donc moi, c'est ce qui va être marrant, c'est cette idée de rapport de force qui va basculer d'un côté ou d'un autre, voire pas du tout s'il y a un match nul. Donc pour moi, oui, du côté du Real Madrid, faudra vraiment compter sur cette capacité à bien presser, sur cette capacité à être compact, et aussi sur cette capacité à la relance, à trouver des solutions pour faire en sorte que le Barça large que l'on voit notamment sur bah, tous les matchs depuis le PSG, grosso modo, et ben on le retrouve pour justement avoir cette capacité à faire courir les Bellingham, à faire courir Vinicius, à faire courir Kylian Mbappé dans de bonnes conditions. Moi, on rentre pas forcément dans le détail tactico-technique, même si tu viens d'aborder quand même, et tu as bien raison. Moi, je résume très souvent cet affrontement. Les points forts sont sur les points faibles sont sur les points forts des deux équipes, respectivement. Moi, il y a une donnée qui me paraît importante, ça va me permettre d'embrayer sur mon dernier point. Je trouve que la gestion émotionnelle de ces deux équipes est tellement importante. Je trouve que le Real Madrid a montré tellement de faiblesses depuis 1 an et demi sur l'appréhension des gros matchs, sur la gestion émotionnelle durant, que tu as des joueurs comme Dani Carvajal qui font des erreurs aussi grossières que contre l'Olympique de Marseille, que tu es des joueurs du FC Barcelone qui, de manière assez surprenante, n'ont pas encore pris un seul rouge cette saison en Liga. Et pourtant, il y en a eu des situations un peu litigieuses où des Rafinha ou des Hansi Flick, qui a été exclu d'ailleurs lors du dernier match, lui pour le coup, il sera pas sur le banc, qui montre une fébrilité mentale sur certaines situations où je me dis que là, ça va être extrêmement important. Et il y en a un qui est un crack, qui est un joueur de football absolu, mais qui a décidé à 2 jours d'un classico de faire des déclarations assez hallucinantes sur un live Twitch, donc en marge de la Kings League de Ibai, où il répond foncièrement en comparant l'équipe de Kings League. Je donne quand même le contexte complet comme pour pas sortir les phrases de son contexte, mais pour comparer l'équipe de Kings League, les Porcitos, les petits Los porcinés. Porcinos. Ouais, Paul Sinos, voilà, en disant l'équipe de Ibai, qui est cofondateur de la Kings League avec Gérard Piqué, sont comme le Real Madrid, ils volent et ils ne font que se plaindre. À 2 jours d'un classico, et après le reste derrière, j'en parle pas souvent parce que je trouve que c'est pas intéressant, mais quand il dit la dernière fois au Santiago, on a mis 4-0 et j'ai mis un but, ça fait partie du folklore, c'est des déclarations que n'importe quel autre joueur aurait pu avoir. S'il décide de se mettre la pression sur lui-même et que ça lui est favorable, en vrai, ça c'est son libre arbitre, c'est son choix. Sur cette première déclaration, ça s'appelle mettre le feu aux poudres, où je me trompe, sachant que ces déclarations sont revenues aux oreilles du Real, et c'est sorti dans Marca notamment, que les propos de Yamal accusant le Real de se plaindre et de voler ont provoqué un malaise dans le vestiaire madrilène, surpris par le comportement du jeune Barcelonais. Il considère que Yamal ne respecte pas l'éthique professionnelle. C'est-à-dire que ça va un chouille plus loin. Après, on connaît ce genre de propos, et soi-disant, ça donne une motivation supplémentaire pour les merengues. J'espère bien que ça donne une motivation, mais tu vois, dans cette gestion émotionnelle, là, tu as le petit gars de 18 ans
qui dépasse les limites, à mon sens, au niveau de la déclaration, même si ça fait partie un peu de l'historique, le Real, le Barça, mais qui dépasse sur la première déclaration, j'ai cité un peu les limites. Ça fait partie de, ouais, il va être électrique ce Classico. Ouais, il va être électrique parce que voilà, Yamal, on sait que c'est un joueur qui aime bien se mettre beaucoup de pression, que ce soit pour ses objectifs individuels, mais aussi notamment par rapport au Classico. Faut aussi rappeler parce qu'il avait dit après le Classico, notamment sur ses réseaux sociaux, il avait marqué, il avait un peu piqué. C'est la Yamal. Là, pour le coup, il se met une énorme pression, il se met une énorme pression parce que là, il va arriver en terrain hostile, il va être particulièrement attendu, et ça peut être à double tranchant pour moi. C'est-à-dire que s'il gagne, tout ça reste anecdotique. Mais Ouais. de la même manière, si ça perd, de la même manière qu'il avait dit qu'il était en mission avant le match contre le PSG, ça peut se retourner contre lui. Donc il y a un sentiment qui tout double. En fait, il y a deux écoles qui s'opposent. Ce sentiment de qui tout double avant un match très important, quand tu regardes la forme du Barça, tu peux te dire, ça peut servir, ça peut être un moyen de détourner l'attention, ou au contraire, il peut cristalliser l'attention, et auquel cas, on lui pardonnera rien. Parce que c'est Lamine Yamal, on lui pardonnera rien. Et donc aujourd'hui, il a décidé d'aller sur ce terrain. Moi, sincèrement, Victor, moi, déjà, quand tu connais le cadre Kings League, je vois Gérard Piqué, je vois Ibai Llanos, Tu je me dis, savais. voilà, c'est le cadre détendu, c'est la porte propice à Hmm. avoir la déclaration, indépendamment de ce qu'il y a à dire. Parce que moi, j'étais sur les réseaux, enfin, je regardais l'Europa League, et en même temps, bah, j'aime bien aller sur les réseaux. Je vois bah, la Kings League, ils commencent à parler et tout. Moi, déjà, j'étais un peu méfiant. Et là, quand je vois les déclats, je fais, ah ouais, il a décidé d'envoyer. On sait qu'est-ce qui va être dit dans les radios, dans les médias espagnols. Ça n'a pas loupé. Copé, El Larguero, Chiringuito pour la télé. Et ça s'est prolongé aujourd'hui. On va voir notamment ce qui va être dit à l'occasion de la conférence de presse de Xabi Alonso. Oh oui. Dans le Flick, on va voir, c'est il peut être présent en conférence de presse. Donc voilà, c'est un jour qui cristallise l'attention. Maintenant, c'est encore une fois, c'est toujours la même histoire. C'est deux écoles. Il y en a qui vont te dire que par rapport à l'aspect policé qu'il y avait notamment sur les avant-matchs lors des derniers classicos, il y en a qui vont apprécier et il y en a qui apprécieront pas parce qu'ils te diront, notamment, il y a une loi non écrite où il faut de la cordialité entre les sportifs. Il y a un peu de ça, ouais. Disons que le trash talk en lui-même, moi j'apprécie. Je trouve que ça donne du piment. Donc, dans l'idée de la deuxième déclaration où il dit dernière fois, Classico, là, Bernabéu, bah il y a eu 4-0. J'ai mis un but, non? Tu t'en souviens pas quand il Ouais. dit ça? Et bye. Moi je trouve ça, ça fait partie du folklore. J'ai aucun problème avec ça. La première déclaration, tu sais, on dépasse un peu les limites du terrain, entre guillemets. Lorsque tu dis qu'un club vole et se plaint dans le contexte cristallisant espagnol, l'affaire Ah bah Negreira, oui, oui. etc. C'est remettre vraiment de l'huile sur le feu. Ah, Et bah là, en fait, il a envoyé un briquet sur un jerrycan d'essence. ah, mais Quand tu sais, laisse tomber. non, mais quand tu sais qu'en Espagne, on est bien placé pour le savoir, quand tu sais que c'est le championnat le plus passionnel sur la thématique de l'arbitrage, où il se passe pas une semaine sans que il se passe pas 3 jours sans que chaque action soit décryptée. En fait, là, c'est comme si il avait dit c'était un Inca qui arrivait et qui prédisait la fin du monde et que la fin du monde, elle arrive. Donc voilà, ça c'est la mini. Maintenant, c'est à double tranchant. Moi, tu vois. J'aime pas avoir. Tu vois, moi, je suis d'une autre génération, donc on est sur une génération qui est beaucoup plus décomplexée. Qui est beaucoup Mm. plus décomplexée. Moi, tu vois, même sur la Yamal, on doit apprendre à vivre avec ça parce que maintenant, ce sont des enfants de l'antimadridisme. Faut dire ça. Faut dire ça, de l'antimadridisme. Il y avait aussi Casado Oui, avant tout la à fait. finale de Copa. Donc eux, ils ont grandi dans ça. Sûrement qu'il y a de ça aussi du côté madrilène. Donc je pense que dans les mois, dans les années à venir, ça risque pas d'être le premier épisode. On est d'accord sur ça. J'ai oublié en fait une question qui vient de me revenir à l'esprit que j'avais envie de te poser brièvement pour ta réponse, mais le début de saison de Kylian Mbappé. Est-ce que pour toi, bon, je suppose qu'on voit la même chose, il est quand même, on est content de son début de saison, forcément, fan de football, fan du Real Madrid ou autre, on ne peut qu'applaudir ce début de saison. Est-ce que pour toi, il peut, il a déjà fait des grandes performances dans les Classicos, mais s'il peut allier grandes performances et victoires, est-ce que ça peut être comme un acte de naissance aussi de l'ère Kylian Mbappé au Real Madrid, ce Classico, en vue en plus de son début de saison?
Un acte, en fait, ce serait. Tu vois, j'ai parlé de bâton de maréchal pour Xabi Alonso, ça pourrait l'être pour Kylian Mbappé, parce que en fait, il y a quelque chose d'injuste pour Kylian Mbappé, et ça a été exacerbé à l'occasion du Classico à Montjuic. C'est qu'il met un triplé, mais ça ne gagne pas. En fait, c'est ça l'idée, c'est que la perf individuelle de Kylian Mbappé, elle est décorrélée de la performance au global qui n'a pas tourné en faveur du Real Madrid. Maintenant, il est question de joindre l'utile, enfin l'utile à l'utile, à savoir un Kylian Mbappé qui est déterminant dans un Real Madrid qui est dominant sur un Classico. Et là, ce serait cette première image, de la même manière qu'un Cristiano, il avait eu cette image à Mestalla lors de la victoire en Copa, au Camp Nou Au calma. lors du 2012 et le fameux Calma. Il lui manque cette image pour Kylian Mbappé pour asseoir son statut de meilleur joueur de Liga depuis le début de saison parce que il est dans sa capacité à rapprocher le Real Madrid de la victoire. Maintenant, il est question de voir un Kylian Mbappé dominant dans un Real Madrid dominant lors d'un Classico. Ça fait beaucoup de conditions, mais c'est ce à quoi il est destiné depuis qu'il est arrivé au Real Madrid à l'été 2024, sur cette capacité à être le joueur qui doit être le joueur le plus impactant de la Liga et le joueur le plus impactant dans un Classico où il y aura des individualités extraordinaires des deux camps, dans les deux camps. Oh oui, parce que bah, Lamine Yamal, on l'a dit, lui aussi s'est mis la pression. Là-dessus, il va falloir répondre présent, pas comme aussi à la finale de Ligue des Nations. On espère que Carreras aura peut-être le même impact que Nuno Mendes sur cette finale. Allez, le petit mot de la fin, petit prono. Mouille-toi, Elton. Après, vous savez, moi, je suis journal du Real, mais vous savez très bien, je vais dire la même chose que la dernière fois. Non, t'as un petit prono ou pas quand même? Allez, le Barça qui écrase le Real Madrid 2-1 à la 93e. Ah, qui écrase 2-1, qui écrase Ouais, 2-1. à la 93e, allez, une situation. Alors, peut-être pas de l'ampleur de Lionel Messi 2017, mais une victoire. Mais moi, ça va être difficile parce qu'en fait, c'est deux équipes qui. C'est pour ça que c'est fascinant le sport de très haut niveau. C'est deux équipes qui n'ont pas atteint leur plénitude pour différentes raisons. Et ça peut se jouer sur Classico. Mais j'irai du côté du Barça. Écoute, moi, pour moi, ce match peut vraiment aller dans les deux sens. Ça peut finir sur une déroulée, une déroute de l'un ou de l'autre, honnêtement. C'est ça. J'ai ce sentiment-là, mais mon pronostic depuis quelques jours, il s'arrête, après à t'avoir dit que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, il s'arrête sur 2-2. Tu vois, moi, c'est vraiment, je choisis l'opposé de ma pensée, mais je me dis qu'on peut se séparer finalement sur un Mais score. c'est marrant, Victor, parce qu'encore une fois, tu as l'expérience du doute auquel font face les deux équipes. Et dans cette expérience du doute, tu as eu deux gros accidents. Un de chaque. Le derby madrilène pour le Real Madrid, Séville pour le Barça. Parce qu'encore une fois, on parle de deux équipes qui, pour différentes raisons, sont en train de se chercher et n'affichent pas la meilleure des confiances. Là, on est à l'opposé de l'avant-match de la saison dernière, où là, tu as un Barça qui est arrivé. Bon, les gars, on est prêts. On va à Madrid pour aller, pas seulement pour gagner, pour aller faire une grosse performance. Et tu as un Real Madrid, et qui, pour le coup, ça se justifiait, qui est arrivé auréolé de ces deux titres obtenus la saison d'avant. Mais là, on parle de deux équipes qui, pour différentes raisons, se cherchent. Donc, on va observer tout ça avec extrêmement d'attention. Merci beaucoup, Elton, d'avoir participé à cette vidéo avec moi. J'espère que nos chers abonnés en ont eu pour leur argent, même si la vidéo est gratuite, mais en ont eu pour leur argent et peuvent un peu mieux situer aussi l'importance de ce Classico dans ses dynamiques cette année, Ah que ce oui, soit du FC ah bah, Barcelone ou du Real Madrid, c'était quand même le cœur de notre sujet, au-delà des petites polémiques autour de Lamine Yamal, où est-ce que le Barça peut vraiment faire peur à ce Real. Merci Elton, plein de belles choses pour la suite. De toute merci façon, on- également pour moi. merci et on se retrouvera très certainement au cours de la saison pour une nouvelle vidéo. Tu es toujours le bienvenu sur la chaîne YouTube Journal du Real, que ce soit avec Pablo ou avec moi. Je crois que ça doit être la deuxième ou troisième vidéo qu'on fait ensemble. Tu as dû en faire aussi deux, trois avec Pablo dans C'est ça, ouais. l'historique. C'est ça. Donc tu le sais bien, et puis on continuera de suivre tes belles aventures journalistiques, que ce soit du côté de Winamax ou de l'After. Merci beaucoup, Elton. Merci à tous ceux qui ont regardé. Vous déposez Salut le à petit tous. like, vous vous abonnez, puis à très vite, les gars, sur la chaîne YouTube. Allez, ciao, ciao. Salut.